suis Nathalie Tamin, je travaille au DEFLET, donc au département de français langue étrangère de l'Université de Besançon. Et donc je suis maître de conférence en sciences du langage, plus spécialement en sociolinguistique et en didactique des langues et du plurilinguisme. Et j'interviens en fait en formation d'enseignants initiale à l'INSPE et en formation continue dans le cadre du PAF avec des enseignants de maternelle et de CP ou des conseillers pédagogiques, voire aussi avec des structures de la petite enfance et depuis quelques années sur les thématiques de plurilinguisme et éducation à l'école. Donc notamment beaucoup avec Marie-Claire, on intervient en formation sur les questions de français langue seconde à la maternelle. Et donc mes thématiques de recherche, entre autres en didactique des langues et aussi en sociolinguistique, c'est vraiment sur la socialisation langagière plurilingue des enfants et aussi la relation école-famille avec justement un projet en cours portant sur les familles migrantes et la connaissance des familles migrantes en lien en partenariat avec une sociologue de notre université et puis le CASNAF de l'Académie de Besançon. Et sur ce projet en particulier, je m'intéresse particulièrement aux élèves en Franche-Comté, de la maternelle à plus tard. Enfin, c'est un projet un peu émergent inséré dans ce projet sur les familles, portant sur les élèves mahorais, dont il sera aussi question dans ce que Marie-Claire vous présentera tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, pour la première partie de l'intervention, ce que j'avais proposé de faire, c'était de faire une présentation, une analyse, alors avec mon prisme, que je vais vous expliquer, donc des circulaires de la rentrée 2019, qui sont plusieurs textes qui sont parus très récemment, et de faire le lien avec les travaux de recherche sur le bilinguisme à l'école maternelle, très modestement, et de voir un petit peu, ce qu'il en est. Et puis, dans un autre temps, de vous présenter aussi un travail justement collaboratif que nous avons réalisé à plusieurs, donc, y compris avec des enseignants, donc, sur un site qui s'appelle Bilem, peut-être en ont certains entendu parler, de ressources en fait portant sur l'école maternelle. Donc je vous présenterai un petit peu ces ressources-là tout à l'heure. Donc voilà. Alors, en préambule, alors déjà en fait, commencer par un prisme qui est le mien, un prisme de nos recherches, qui va être de dire que la socialisation scolaire et langagière du jeune bilingue émergent, qu'on redéfinira plus tard, s'inscrit, en fait je pose ces éléments-là, dans une filiation et des affiliations culturelles et linguistiques. Alors pour l'instant, voilà, pour reprendre les travaux de Biliez et Moreau 2011, Moreau 2007, Cécile Goy 2015, etc., et que en fait cette socialisation et ces affiliations sont capitales en termes de développement global, d'entrée dans le langage, d'appropriation de la langue commune et seconde qu'est le français à l'école. Pour reprendre aussi Castellotti 2017 par exemple, en continuité avec là où les langues de la maison, pour reprendre les travaux de Claire Mestre, par exemple, une collègue de Marie-Rose Moreau qui travaille à Bordeaux. Donc vous aurez les références en bibliographie. Donc ça, c'est juste pour poser un petit peu le cadre, un petit peu justement de nos travaux, de l'approche théorique de l'entrée en fait sur les travaux de l'école maternelle, que je peux réaliser par ailleurs. Et voilà, en préambule aussi, dire que je ne suis pas une spécialiste de l'analyse de discours, mais que, comme le disait Alice Crick-Planck dans son ouvrage de 2012 adressé justement aux étudiants doctorants et chercheurs en sciences humaines qui s'intéressent à la dimension discursive des objets sur lesquels on travaille. On emprunte en fait des éléments. L'idée c'est de se emprunter et de se nourrir en fait des objets de l'analyse de discours. Pour aussi, c'est indispensable en fait pour analyser les textes, notamment institutionnels, qui nous entourent. Voilà. Alors, pour ma part aujourd'hui, les textes que je vais vous présenter, j'imagine que vous les avez déjà tous lus, que vous les connaissez tous par cœur. J'espère que vous êtes à jour. En tout cas, moi, je le suis à peu près maintenant. C'est bon,
ce que je disais à Marie-Claire, il y a quand même tout ça, hein, donc c'est pas mal. Il y en a plusieurs, et certains d'une cinquantaine, soixantaine de pages. Donc, oui, alors, nous procéderons à une analyse de discours des textes institutionnels qui émanent du ministère de l'Éducation nationale, qui concernent l'enseignement des langues à l'école maternelle. Donc, cette rentrée 2019 a vu la parution, en effet, d'une circulaire de rentrée, qui n'est pas passée inaperçue, j'imagine, affirmant les priorités pour l'école primaire, en matière de langue notamment vivante, ainsi que, justement, j'en avais indiqué que qu'une, en fait, dans mon appel à communication, enfin dans mon résumé. Finalement, je me suis aperçue qu'il y en avait 3 recommandations, dont une qui ne nous intéresse pas parce qu'elle porte sur les mathématiques. Voilà. Mais du coup, 2 que j'ai gardées, recommandations pédagogiques, les langues vivantes étrangères à l'école maternelle, et les recommandations pédagogiques, l'école maternelle, école du langage. Donc ça fait les 2 recommandations sur les 3 liées à l'école maternelle. Ces 3 recommandations accompagnant la circulaire et portant toutes sur l'école maternelle plus largement dans le cadre du plan langue, 2 autres rapports qui concernent l'enseignement des langues et qui incluent la maternelle. Le rapport dit Manès-Taylor, qui est antérieur, 2018, proposition pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères, oser dire le nouveau monde. Et puis, guide pour l'enseignement des langues vivantes, oser les langues vivantes étrangères à l'école, cycle 2 et 3. Donc on a ce verbe-là performatif, oser, qui est intéressant et récurrent dans le texte. Donc moi, mes entrées en fait d'analyse, ça sera effectivement par rapport à l'entrée que je vous ai donnée tout à l'heure, surtout sur la dimension, je porterai un focus particulier lié sur tout ce qui est plurilinguisme, langue des élèves, famille. Donc langue, langage, diversité linguistique et en lien avec le français langue de scolarisation. Parce que les rapports sont très riches et là, évidemment, je ne peux pas faire le tour de tout aujourd'hui. Donc voilà. Alors, évidemment, je vous ai aussi indiqué l'antériorité de cette circulaire 2019 qui s'appuie, qui vient justement prendre effet sur les derniers programmes toujours en vigueur, 2015, et sur les ressources EduScol. Donc, on ne les oublie pas par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, le statut des textes analysés, donc ça, c'est un élément de réflexion que j'avais besoin de poser et qui n'est pas complet parce que c'est une réflexion que j'ai besoin d'approfondir, mais donc en se basant sur ces auteurs qui travaillent en analyse du discours, de réfléchir aux spécificités des textes institutionnels du ministère de l'Éducation nationale comme genre discursif en termes de destinataire et de statut discursif. Juste dire deux éléments, mais qui ont quand même de l'importance par rapport à la réception de ces textes par les différents acteurs. Donc le statut des textes, en fait, aucun d'entre eux n'a de valeur, alors réglementaire oui, mais n'implique pas d'obligation légale pour les enseignants, puisqu'on est bien sur en fait une circulaire et 3 recommandations. Et on n'est pas sur un texte, en fait, une loi, comme justement, on va le dire que ces différents textes, par contre, s'inscrivent dans le cadre de la loi pour l'école de la confiance, promulguée au journal officiel du 28 juillet 2019, qui, elle, a une valeur juridique et de prescription réglementaire, et donc d'obligation. Mais la circulaire et les recommandations, en fait, ce sont des textes explicatifs, non obligatoires, prescriptifs, mais pas dans le sens obligation juridique. Donc ça, c'est assez important aussi d'avoir ça en tête. Les destinataires de ces textes, donc je reviens sur le deuxième point, ils sont adressés alors là je l'ai ici, c'est mentionné dans tous les textes, aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs, etc., aux directeurs, aux professeurs privés, publics. Donc là on a les destinataires de ces textes qui sont bien posés. Les spécificités, je reviens ici, de ces textes institutionnels, c'est qu'on a une construction discursive particulière. Le ministère de l'Éducation nationale est défini et envisagé comme une communauté professionnelle dont on présuppose des pratiques discursives qui a son langage propre et qui produit des types de discours qui diffusent, selon les normes fortement codifiées, un discours assez vertical et hiérarchique. Bon, donc là on est dans du discours de ce type. Et autre point de particularité, dans ces textes, les recherches
éventuellement évoquées, on le verra, ne sont jamais citées ni référencées. Elles peuvent être, voire non mentionnées. Donc, sauf pour le rapport et le guide. Donc, il y a en fait un discours à valeur d'autorité qui lisse les éventuelles dissonances, qui donne l'idée d'une communauté, qui unifie les différents acteurs et qui essaye de faire consensus en se basant sur l'implicite et le flou conceptuel de références partagées. On le verra tout à l'heure par rapport à justement la question de diversité et pluralité linguistique qui sont évoquées dans les textes sans que finalement on sache vraiment en fait à quoi ça réfère. D'accord ? Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, mais la question que je me pose, c'est quelle est la réception de ces textes par le lectorat et pas le rectorat. Donc voilà. Grille d'analyse, alors ce que j'ai essayé de voir un petit peu, je me suis dit quels critères je prends. Donc en fait, j'ai essayé de voir les phénomènes de catégorisation des langues, comment ont été catégorisées les langues, qu'est-ce qui apparaît justement, comment elles sont nommées. Là, ça sera instructif. Et puis ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc voilà. Donc, bien. Alors là, ici, juste une copie d'écran telle que c'est présenté, circulaire et les 3 recommandations dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on va juste commencer par la circulaire de rentrée. Alors, ce n'est pas celle que je vous ai photocopiée. Donc ici, en fait, la circulaire de rentrée avec un extrait, alors j'ai essayé de mettre en gras en fait ce qui apparaissait comme important, c'est le début de la circulaire où justement ici le ministre réaffirme donc que l'école primaire est la préoccupation première du gouvernement, déterminante pour la réussite des élèves, surtout justement pour les questions de lutte contre les inégalités scolaires et sociales, contre les déterminismes. En fait, donc la circulaire commence comme ça et ça va être assez récurrent en fait dans tous les textes. C'est toute la réforme en fait, en gros, enfin pas la réforme, mais tous les textes qui sont parus en fait visent à lutter contre ces inégalités scolaires. Et justement, la circulaire rappelle aussi que le point central de la loi pour une école de la confiance, c'est surtout la scolarisation obligatoire à 3 ans. D'accord ? Et donc ça, c'est le point en fait d'ancrage, donc d'amorce en fait du document. Donc on verra aussi tout à l'heure ce que ça peut poser comme problème justement sur des territoires d'outre-mer comme à Mayotte. Donc là, on a un des seuls cas où on a un déictique, l'école primaire est déterminante pour la réussite de nos élèves. Donc c'est à peu près le seul endroit des textes où on a justement un no en fait possessif de connivence qui a pour but d'impliquer justement tous les acteurs éducatifs, du recteur au ministre, aux enseignants. Donc on parle bien des élèves en fait qui sont les élèves donc de toute la communauté concernée par la communauté éducative. Et donc voilà. Et ce qu'on peut observer aussi dans ce texte, c'est un retour aux fondamentaux sur le lire, écrire, compter, donc qu'on peut décliner sur l'ensemble de la circulaire. Alors l'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage. Le point fort est mis sur le développement de la sécurité affective à l'école maternelle. Et sur le fait que justement, ici, en fait, l'objectif important est de renouer en fait la communication et le partenariat et le lien entre les parents et la communauté éducative. C'est pour condition de réussite de l'élève, la relation avec les parents. Donc c'est réaffirmé, alors que ça a été déjà fait dans des textes de 2006, dans la circulaire 2012 liée au CASNAV, donc dans plusieurs textes en fait, ça a été affirmé. Donc là, c'est pourquoi il est crucial que les parents et la communauté éducative soient unis par les mêmes valeurs et se soutiennent mutuellement. Donc là, on est sur une question en fait de coéducation définie en fait par le ministère et comme action concertée entre les acteurs. Et qui pose un certain nombre de questions, puisque c'est effectivement quelque chose de récurrent dans le discours, mais on sait que dans les faits, la question de cet accueil des familles, en fait, est quelque chose en termes de pratique des enseignants qui demande peut-être à être travaillé. Merci. Je ne veux pas commettre d'impair. Voilà. Donc,
Alors, un extrait justement, entretenir la qualité de l'accueil des parents et des responsables des élèves. Donc la recherche, là je vous ai mis en rouge quand la recherche est convoquée, mais qu'on ne sait pas du tout d'où ça sort, à qui on fait référence. Donc la recherche et l'expérience des équipes pédagogiques montrent la nécessité de satisfaire le besoin de sécurité de l'enfant. L'école maternelle s'est construite, on le sait, sur l'accueil et la coopération avec les parents, d'accord, et les responsables légaux des élèves. Donc là, en fait, c'est juste un petit aparté, parce que justement, récemment, au mois de début novembre, on a travaillé lors d'une journée organisée à Belfort sur la coéducation, justement sur le lien entre coéducation et diversité culturelle et linguistique, sur un modèle justement de Pierre Perrier, sur cette question de coéducation. Voilà, où on posait les conditions nécessaires, idéales en fait, pour que la coéducation se passe, les leviers et les effets pervers, mais sauf que nous, on a rajouté justement à notre réflexion, dans le cadre de notre projet, la question des familles migrantes et de la question de la diversité linguistique et culturelle, parce que ça rajoute encore un prisme particulier où on doit prendre en compte justement les cultures et les langues des familles, la perception parentale de l'école, la prise en compte du projet scolaire parental dans ce cadre précis, et ce qui n'est pas du tout mentionné dans les textes où on reste vraiment dans un flou. Oui, d'accord, on doit avoir les mêmes valeurs éducatives entre les familles et les familles. Ouais, ok, mais comment on fait finalement, c'est pas si simple non plus. Donc voilà. Je passe rapidement. Texte 1, ce qui est mis en évidence, c'est renforcer les apprentissages fondamentaux, priorité à l'enseignement structuré du vocabulaire oral. Donc le vocabulaire oral, en fait, revient de manière très importante dans toute cette longue partie, qui est ici, vous avez ici un extrait. Donc là, effectivement, on pourra aussi mettre en parallèle les travaux sur le lexique, parce que le lexique et le vocabulaire, ce n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes du lexique. Et là, du coup, on focalise sur une vision assez réduite, finalement. On fixe en fait le focus sur le vocabulaire et non pas sur le lexique, qui est une vision plus large, justement, de la langue, en tant que, justement, en permettant de combiner des phrases, du discours et des textes. Et donc là, je pourrais renvoyer aussi aux travaux d'Emmanuel Canu sur justement le développement du langage et le travail sur le lexique en contexte et sur la créativité du langage. Donc là aussi, le quatrième point de cette circulaire, je termine par ça, c'est la question de la formation des enseignants débutants en école maternelle. Donc où en gros, hein, on insistera particulièrement sur les connaissances en matière de phonologie et de syntaxe et de lexique. Alors, quid des formations, des contenus de formation à venir? Pour l'instant, il n'y en a pas. Et la formation à la didactique du plurilinguisme ou à la sociolinguistique, hein, donc concernant les familles migrantes et les élèves allophones. Bon, pour l'instant, ça sera à définir. Hein, je dis pas, je pose la question. Là, c'est plutôt centré sur la langue française. Ensuite, deuxième point, l'acquisition des savoirs fondamentaux, une priorité nationale. J'ai mis un focus sur le quatrième point qui nous intéresse ici, conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères. Donc là, on fait allusion ici au rapport Manès-Taylor, qui indique que l'apprentissage, c'est un extrait de la circulaire de rentrée. L'apprentissage d'une langue vivante étrangère, en particulier l'anglais, doit débuter précocement. C'est le commencement pour l'élève d'un parcours linguistique continu. Donc là, en fait, on est tout de suite, et souligné, à l'école maternelle, les élèves bénéficient d'un premier éveil à la diversité linguistique en les exposant à des langues variées, en s'intéressant à la musicalité, à la phonologie, à l'accentuation de la langue. Donc là, en fait, il est fait référence au programme 2015, donc l'on connaît. Et puis, donc c'est une continuité, mais effectivement, ici, on pourra se demander déjà si le premier éveil à la diversité linguistique, on est dans de la diversité ou on est déjà dans de l'enseignement de la diversité linguistique, surtout centrée sur l'anglais. Et puis, on nous parle d'enseignement précoce des langues vivantes étrangères. Donc, on est bien dans ce qu'une partie de l'éveil aux langues traite, c'est-à-dire les langues hors la classe. Mais on verra que l'éveil aux langues, évidemment, elle inclut aussi les langues de la classe. Donc, le texte 2, recommandations pédagogiques. Alors là, c'est un texte qui nous... Alors, j'en ai fait que 20. Mais bon, là, je pense que... Alors,
Je vais essayer d'aller vite ici. Donc ici, en fait, on travaille aussi à regarder, donc, dans cette circulaire, les phénomènes de catégorisation, de mise en catégorie autour de l'item langue vivante étrangère. Bon, de toute façon, c'est assez rapidement analysé, on va dire. Parce qu'effectivement, dans cette recommandation qui dépend de la circulaire, en fait, on va détailler en partie ce qui a été dit dans le paragraphe que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les langues vivantes étrangères qui s'appuient sur des recherches récentes et on réitère l'importance de l'apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère. L'immense richesse perceptive des très jeunes enfants permet en effet de les sensibiliser dès l'école maternelle aux sonorités de différentes langues. Donc, on a une ouverture à la pluralité des cultures et là, on a des notions clés en lien avec justement l'idéologie des politiques linguistiques européennes qui fondent les bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse, indispensable à la vie en société, à l'épanouissement de chacun. Et puis, là, on arrive justement à l'introduction de l'éveil aux langues. Donc on réitère, comme dans les programmes 2015, le recours à des activités ludiques et réflexives, ici qui sont un des objectifs de l'éveil aux langues clairement depuis le début fondateur, c'est-à-dire qui vise aussi au développement et à la consolidation de la langue de scolarisation. Donc ça c'est... voilà. Et dans les principes généraux d'organisation, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ici, alors, il y a plusieurs occurrences de l'éveil aux langues et d'autres occurrences de l'éveil à la diversité linguistique. En fait, les deux sont utilisés. 2 occurrences éveil aux langues, 3 diversité linguistique. Donc là, on ne réfère pas à la même chose. Et on a aussi l'introduction de la pluralité des langues dans le cadre scolaire. Donc là, en fait, la question de la pluralité, pour reprendre Michel Candelier, justement, qui a réagi dans le cadre de l'ADEB, je vous renverrai aussi au blog de Daniel Coste et de Michel Candelier à la parution de ces textes, sur des billets, en fait, sur le blog de l'ADEB. Donc, en fait, Michel Candelier alerte ici au fait que la pluralité et la diversité, ce n'est pas la même chose, évidemment. Et que, attention, parce que l'éveil aux langues qui se contenterait de faire voir qu'il y a plusieurs langues sans profiter de la pluralité pour observer la diversité en termes justement de langue comme système, serait un peu réductrice. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est que l'éveil aux langues, ça permet de développer des compétences métalinguistiques et de travailler sur l'écart linguistique entre les langues. Et pas simplement de dire « Ah bah oui, les langues, il y a plusieurs langues, il existe plusieurs langues » et de rester sur quelque chose d'un peu plus superficiel. Ça doit aussi vraiment servir à justement à travailler sur la conscience métalinguistique dont Marie-Claire Simonin nous parlera amplement tout à l'heure. Donc voilà. Autre chose d'important, c'est assez récurrent, c'est la première étape d'un continuum d'apprentissage, poser les jalons d'un parcours linguistique cohérent. Donc on a vraiment l'impression qu'en fait, l'école maternelle, elle nie tout ce qui peut être extra scolaire. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de la classe et de l'école, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas de langue potentiellement antérieure, la famille non plus, donc il n'y a pas de langue en fait de l'environnement qui peuvent être différentes. Les langues régionales sont aussi absentes en fait de tous ces textes. Et donc il n'y a pas de prise en compte du potentiel du bilinguisme émergent est présent dans un certain nombre de classes sur le territoire national. Donc on a la catégorisation LVE tout le temps, mais il n'y a absolument aucune prise en compte dans aucun des textes, en fait, sauf à un endroit que je vous montrerai, de langue familiale, langue d'origine, langue première, langue seconde, tous ces termes, ces catégorisations n'apparaissent pas du tout. Donc la socialisation scolaire secondaire reste la seule prise en compte. Voilà. Et donc aussi donc la notion de continuum finalement n'est pas telle qu'elle pourrait être prise en compte, ne l'est pas. On est dans le continuum d'apprentissage mais à l'intérieur de l'école. Donc
alors voilà. Donc là, en fait, la question, c'est que si les programmes 2015 ont reçu un assez bon accueil de la part des enseignants, selon une appréciation empirique, par contre, la question que je pose, c'est finalement, post-2015, qu'en est-il de la systématisation des pratiques d'éveil aux langues? Parce que si les programmes de 2015, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont valeur d'obligation des pratiques, je pense qu'il n'y a pas eu d'évaluation de la part du ministère, justement, ou d'autres. En tout cas, moi, je n'ai pas les éléments, on pourra discuter tout à l'heure si vous en avez, sur justement, avec du recul, hein, sur les pratiques, ces pratiques-là, finalement, et justement, par rapport à ces textes, on verra aussi ce que ça pourra donner. Donc, cette recommandation à valeur réitérative des programmes 2015 et de légitimation de la démarche d'éveil aux langues, donc ça c'est intéressant, mais envisagé seulement et encore par le prisme LVE, enseignement précoce des langues. Voilà. Donc ça, je passe parce que je vois que le temps file. Donc ça, le troisième texte, en fait, qui est la recommandation pédagogique orientée sur l'école du langage. Donc là, en fait, ça va être très centré sur le développement du langage oral. Il y a une reprise ici, justement, de l'attention encore au lexique, syntaxe, phonologie en français. Et à la fin du texte, en fait, à une partie, on rappelle, justement, c'est un rappel des programmes 2015 sur justement le fait que l'enseignant met les élèves sur le chemin d'une conscience des langues, des mots du français et de ses unités sonores. Donc là, c'est pareil, c'est conscience des langues, des mots du français et de ses unités sonores. Donc on a l'ensemble ici dans la même phrase qui finalement, on a plus l'impression que c'est le français et ses unités sonores qui sont les plus importantes. Dans le texte 4, le rapport Taylor et Manès-Bonisso 2018, ici, je suis passée vite sur la... Parce que il ne me reste pas beaucoup de temps. En fait, là, il s'agit d'un rapport commandité par le ministère. Il est donc signé, contrairement aux autres textes, donc par Alex Taylor, qui est un Anglais journaliste européen que vous avez peut-être connu, justement, le journaliste sur France Inter, un temps, et Chantal Manès-Bonisso, IGEN, ancienne enseignante d'anglais, donc qui ont rédigé avec pas tous les deux, donc avec justement un groupe de travail qui ne comportait pas de chercheurs, mais des professeurs des écoles, des conseillers pédagogiques, des IEN et des AIPR. Donc là, en fait, toute la liste c'est la particularité du texte, c'est qu'on a une bibliographie scientifique et on a la liste de ceux qui ont travaillé à rédiger ce rapport. Donc voilà. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que... donc en gros, le message, c'est qu'il est temps d'oser mettre mot pour une société française souvent peu sûre d'elle dans le domaine des langues. Il est temps d'oser. Donc oser, c'est le titre ça fait partie du titre. Et puis il y a énormément de reprises, de formulations récurrentes dans le texte qui visent à essayer de nous convaincre. Et puis voilà. Donc il faut par exemple changer de... Je me demande si j'ai pas... Non, voilà. Il faut changer de paradigme. Alors oser changer de paradigme. Oser affirmer, oser conforter l'enseignement précoce des langues étrangères pour mettre à profit les capacités d'apprentissage du très jeune âge. La seule mention des langues autres, c'est ici, dans ce texte en fait. Oser assumer que nos élèves ont changé et que le français n'est pas toujours la langue première, que cette diversité est une grande richesse collective et un atout individuel, non un obstacle à surmonter. Dans ce rapport, c'est tout. Alors attention, on le garde bien précieusement. Il y a 3 lignes. Mais après, on passe à autre chose. On retourne à l'enseignement précoce. Mais en tout cas, on a cette petite mention-là, page 4. Donc voilà, à 5 occurrences de changer de paradigme, c'est donc une structure, un procédé de mise en relief, emphatique. Changer de paradigme, c'est créer une culture linguistique partagée. En s'appuyant sur les enseignants de langue en premier lieu, en favorisant la mobilité réelle et virtuelle, en incitant tous les personnels à entrer dans le jeu des langues. Changer de paradigme, c'est inventer un mode de fonctionnement à la française, alors qui concilie l'amour de la langue de Molière,
symbole fort de notre identité républicaine, et le choix politique du plurilinguisme, symbole fort de notre ancrage européen. Donc c'est quand même assez idéologiquement fort. Marqué sur l'idéologie de la politique européenne, et on voit justement que finalement les choix de langue, y compris dans le plan langue pour la maternelle et le primaire, pour la primaire, avec la réduction des langues en fait, justement à 4 langues, le passage, bon, c'était déjà une réalité dans les faits, mais en tout cas, voilà, c'est acté à l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, donc on le retrouve ici sur les langues justement, un focus sur les langues européennes et sur les langues dominantes de communication et de l'Europe. Donc voilà. Sur ce texte-là, un autre passage, donc avec un apprentissage recommandé dès le premier degré, puisque les langues vivantes, effectivement, vont commencer dès la maternelle. Donc les langues, là, on s'appuie ici sur une conférence donnée par Stanislas Dehaene, je ne sais pas comment on prononce, Dehaene, au Collège de France, sur l'apprentissage des langues qui doit commencer tôt, très tôt. Et au primaire, commencer tôt, très tôt, le plus tôt possible, selon les chercheurs. Donc là encore, quels chercheurs? Là, par contre, on ne sait pas. Donc avec le fait que justement, là, c'est tous les travaux aussi en neurosciences aussi, et sur justement en phonétique, phonologie, sur la capacité à reproduire tous les sons du monde quand on est petit, etc. Donc là encore, il n'y a pas de mention en fait des langues des élèves. Alors, pour terminer, le texte 5, qui est le guide pour l'enseignement des langues vivantes, oser les langues vivantes étrangères à l'école. Vous le connaissez, ce document? Vous l'avez lu? Donc là, j'ai juste fait un focus sur le passage sur les approches plurielles et des langues et des cultures. Voilà. Donc, avec justement l'extrait du CECRL sur la compétence interculturelle, et puis aussi ce lien en fait internet, présentation de Julia Puig, compétences interculturelles, lors d'une conférence de consensus qui a eu lieu ici en mars 2019. Donc je l'ai découvert en lisant tout ça, justement, qui est très intéressante. Je ne sais pas si certains avaient participé à cette conférence ici. Mais donc c'est une collègue de l'université de Strasbourg et qui a été mandatée par justement l'IFE et puis le CNESCO pour faire une présentation sur le développement d'une approche interculturelle auprès des élèves. Et dans cette justement conférence, elle précise que justement elle rappelle qu'il est de la responsabilité des adultes vis-à-vis des enfants porteurs de culture et de représentation plurielle et de rôle pluriel et de culture familiale, scolaire et langagière. Il est de leur responsabilité justement de développer finalement une attention particulière à leur langue, et que dans l'éveil aux langues, elle rappelle que l'on inclut le répertoire linguistique des élèves qui n'est certainement pas franco-français, et que du coup c'est inclus dans le guide, sauf qu'il faut aller voir la conférence, etc. Et donc il y a ce petit passage justement ici qui fait aussi référence aux travaux de Candelier et en didactique du plurilinguisme, donc qui va là justement faire référence au répertoire langagier de la classe, mais c'est à peu près le seul moment finalement de ce document aussi, d'accord? Donc on voit finalement que les traces sont assez peu présentes, donc voilà. Et que donc les questions que je pourrais justement poser par rapport à ça, c'est qu'on pourra garder pour tout à l'heure, mais quelle est justement la place des politiques linguistiques éducatives européennes dans le choix qui est fait par la France et dans le choix des grandes langues vivantes européennes. Donc quid des langues des élèves issus de la migration, des nouveaux arrivants, des langues régionales, des langues des familles, des langues des élèves des territoires, comme les DOM-TOM, quand on parlait de la scolarisation imposée à 3 ans, quand on sait que 40%, d'après les derniers chiffres, des élèves de Mayotte peuvent être ou sont scolarisés actuellement, notamment parce que justement les écoles et les locaux ne sont pas assez suffisants pour accueillir tout le monde. Ça pose un certain nombre de problèmes, et le fait que justement ces langues ne soient pas présentes dans les textes, ça interroge.
Et donc, par ailleurs, quelle est la place à la formation sur la didactique du plurilinguisme et en formation initiale, donc dans les futurs inspects qui sont donc des enseignants, hein, donc quelle est la place qui va être laissée dans le contexte de cette nouvelle loi sur l'école de la confiance. Et puis, troisième question, quelle est votre réception des nouveaux textes, des pratiques proposées, votre expérience spécifique, votre analyse? Donc ça, c'est des questions qui peuvent être posées. Et puis justement, donc, en fait, donc pour faire le lien, justement, alors sur les travaux, actuels sur la maternelle, du coup, je pense que je laisserai, j'ai une bibliographie, puis je laisserai aussi Marie-Claire développer largement. Mais, ah purée, j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, donc en fait, là, la question finalement, c'est quelles sont les prises en compte des besoins d'un public de bilingues émergents, pour reprendre Ophélia Garcia, sur justement la façon de voir un enfant bilingue émergent à l'école maternelle comme plein de potentialités, de ressources potentielles en train de se construire en termes de développement du langage et de sa langue et de la langue de l'école et potentiellement de plusieurs langues en parallèle. Et donc, en fait, le fait que justement, on est passé, d'un côté, dans la recherche, on est passé d'une vision d'un bilinguisme déficitaire il y a quelques années à un bilinguisme émergent en devenir qui est vu comme ressource. Donc ça, c'est pour reprendre Hello et Rubio, donc elles utilisent le bilinguisme, le bilingue en devenir, par exemple. Et puis, avec des transformations, en fait, des pratiques pédagogiques qui sont expérimentées dans les classes, en fait, avec des pratiques de translanguaging, des pratiques translangagières. Je laisserai ma collègue aussi revenir sur ces questions-là. Et que d'un autre côté, en fait, les textes, en fait, peinent vraiment à prendre en compte ces recherches-là et sont toujours plus orientés vers un plurilinguisme, justement, européen, d'élite, valorisé, justement. Les langues minoritaires, régionales et des territoires sont toujours peu prises en compte malgré voilà, donc, un certain nombre de recherches qui mettent en avant les bénéfices en fait, de l'appui sur ces ressources langagières. Donc là, en fait, juste, je voulais vous... Il me reste combien de temps, Nathalie? 5 minutes? Ouais, donc ça va suffire. Alors, je vous ai apporté juste un petit flyer. Donc en fait, juste pour vous proposer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on a mis en ligne un site qui s'appelle Bilem, Bilinguisme en maternelle, un site collaboratif en fait, parce qu'il a été réalisé de manière très complémentaire avec, dans le cadre d'un projet intercirconscription, etc. Donc avec des équipes d'enseignants, conseillers pédagogiques, mais aussi des enseignants-chercheurs, le CASNAF de l'Académie de Besançon, etc. Et puis, donc, l'idée étant de justement donner, offrir, réfléchir à des ressources qui peuvent aider les professionnels qui travaillent justement avec des élèves allophones à la maternelle. Structure, voilà. Et donc là, du coup, on a travaillé à plusieurs onglets. En gros, on a un onglet qui serait accueillir l'élève et sa famille. On a un rappel des cadres réglementaires, donc justement les textes réglementaires que l'enseignant est amené à connaître. Alors aussi bien justement des textes du ministère, des textes internationaux, etc. On a des ressources pour l'accueil des familles qui peuvent être justement, alors c'est là que je ne sais pas trop comment on fait, comme ça, qui peuvent être des fiches actions, des livrets de présentation des systèmes éducatifs. Donc il y a à la fois des ressources qu'on a créées et puis aussi des ressources qu'on a centralisées, qui ont été réalisées évidemment par d'autres instances. Donc là, on a des ressources qui permettent d'améliorer la communication avec les familles. Ensuite, on a des ressources pour communiquer avec les familles et donc là, qui ont été par exemple traduites par une école qui a travaillé avec nous, qui ont été réalisées et traduites par des médiateurs qui travaillent avec nous pour justement faciliter la communication. C'est toujours en cours, ce qui est en noir, c'est pas encore traduit. Faciliter la communication entre les familles et l'école. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses. Alors faire classe, en fait, c'est plus là, pour le coup, des activités pédagogiques qui ont été créées, revues, validées, expérimentées, en fait, par l'équipe, créées par des enseignants.
Donc là, par exemple, on peut avoir tout un travail sur... donc Marie-Claire Simonin a beaucoup contribué dans le cadre de son Master 2 justement à proposer des activités. Là, il y a une activité récente autour de la compréhension orale d'un album, dans l'école d'ailleurs de Marie-Claire, avec une professeure des écoles. Et c'est un travail qui a été réalisé entre l'enseignante, la conseillère pédagogique, un groupe de réflexion, et justement revu par moi-même, avec donc filmé en fait autour de Loulou y es-tu, et de la compréhension de l'implicite de la ruse en fait dans cet album, et travaillé à partir justement des langues des élèves, notamment du romani et de l'arabe en fait dans cette classe. Et donc là on peut trouver justement toute la façon dont l'enseignante a travaillé avec sa classe autour de cet album, à partir justement là du coup de traces vidéo, etc. Les différentes phases en fait qui permettent aux enseignants de s'approprier ce type de démarche. Voilà. Donc, et puis donc des ressources pédagogiques, et puis un autre onglet, donc je passe vite, un album pour la classe, des vidéos sur l'éveil aux langues qu'on a créé avec des enseignantes. Et puis une partie qui est importante qui s'appelle approfondir et se former. Et là, on a des formations en ligne, une bibliographie, des ressources où on a mis des Master 2, par exemple, d'étudiants qui ont voilà, réalisé des Master 2 sur la question, notamment dans notre académie. Donc, on peut les consulter en ligne. Et puis là, effectivement, des travaux et des articles qui concernent les questions de bilinguisme et de plurilinguisme à l'école maternelle. Donc, si on regarde, par exemple, il y a des conférences, etc. Donc là, si on regarde, on peut trouver voilà, des ouvrages, des articles, etc. Un peu de tout, et notamment quand c'est surligné, on a rendu, enfin c'est que la ressource est accessible directement. Donc voilà. Alors peut-être juste pour terminer, dire qu'en fait, ce site, le gros défi des sites, c'est de les maintenir à jour. Là, on s'aperçoit au quotidien qu'il y a des liens qui ne marchent plus parce que les ressources ont été hébergées sur d'autres... Enfin, voilà, vous savez ça. Donc, c'est assez contraignant. Et puis aussi, justement, l'idée, c'est qu'évidemment, il faut continuer à l'alimenter. Donc là, c'est ce qu'on va faire encore cette année. On voudrait, par exemple, absolument ouvrir un onglet sur les ATSEM. Donc là, je suis passée vite tout à l'heure, mais il y avait mieux collaborer avec les ATSEM dans les textes. Or, on sait que justement les ATSEM ont un rôle essentiel en fait dans le travail d'une école, de médiateur notamment avec les élèves, voire avec les familles, et que en fait, elles nécessitent aussi d'être formées parce qu'on ne s'improvise pas médiateur comme ça, scolaire ou familial, et que du coup, voilà, il y a peu de recherches encore sur ces questions-là. Andrea Jung avait travaillé dans le cadre d'une formation à Strasbourg, à la formation d'ATSEM sur une commande de la mairie de Strasbourg, il y a quelques années, mais il n'y a pas grand-chose. Et voilà, donc nous, on aimerait en fait aussi proposer des ressources pour des ATSEM, donc créer un onglet pour ce public particulier. C'est en réflexion, et l'onglet qui nous manque aussi pour l'instant, c'est concernant les territoires d'outre-mer, parce que là aussi, il y a un public très particulier avec des demandes de ressources, enfin, des langues et des demandes de ressources particulières. Et donc là, c'est aussi en cours de réflexion pour qu'on puisse rajouter en fait ce type de ressources multiples en fait sur la question, soit effectivement dans les différents onglets en fait, hein, donc toujours pareil dans les se former, faire classe, et puis accueillir les familles, etc. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.